Au 1er siècle de notre ère, à l'ouest, Rome est l'une des plus grandes puissances du monde. À l'est, la dynastie Han règne sur un immense empire en Chine. Et entre ces deux civilisations, un autre royaume, longtemps oublié, prospère grâce au commerce, le Funan. Et pendant des siècles, personne ne parlait du Funan. Aucun palais admiré et aucune trace écrite laissée par ses habitants pour raconter son histoire. On sait finalement encore très peu de choses sur le Funan, et mon objectif au travers de cette vidéo, ça va être de reconstituer les différents indices afin de vous donner une idée de ce à quoi pouvait ressembler le Funan. Je m'appelle Mélissa et sur cette chaîne, je souhaite explorer l'histoire, l'économie, la société cambodgienne. Et dans cette vidéo, je vous embarque avec moi dans la découverte du Funan. Il faudra attendre 1903 pour que l'époque moderne redécouvre véritablement le Funan. Cette année-là, le sinologue français Paul Pelliot, membre de l'école française d'Extrême-Orient, publie le Funan. Après des années passées à analyser et regrouper d'anciennes chroniques chinoises, il reconstitue pièce par pièce l'histoire d'un royaume presque oublié. Et pour la première fois, les historiens disposent d'un récit cohérent sur le Funan. Mais alors, qui a créé ce royaume ? Est-ce une histoire à la Romulus et Rémus ? Selon les chroniques chinoises, tout commence avec un homme nommé Hun Tian. Une nuit, il rêve qu'un esprit lui remet un arc sacré et lui ordonne ensuite de prendre la mer. Il l'embarque alors vers un royaume inconnu. Et à son arrivée, son navire est attaqué par la reine Liu, surnommée aussi Feuille de Saône. D'un seul trait, Hun Tian perd l'embarcation de la reine. Impressionnée, elle accepte de l'épouser. Ensemble, ils fondent ce qui deviendra, selon la légende, la première dynastie du Funan. Alors, mythe ou réalité ? Je vous laisse vous faire votre propre idée dessus. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que cette légende est le symbole de la rencontre entre ces deux cultures, l'influence du monde indien et celle des populations locales, ce qui va avoir une énorme influence sur les débuts du royaume du Funan, le royaume du Funan qui, je vous le rappelle également, est l'un des prédécesseurs, que dis-je, de l'Empire Khmer. La plupart de ce que nous savons provient de voyageurs et de diplomates chinois. L'un de leurs auteurs écrit d'ailleurs « Ils aiment à graver des ornements et à ciseler. Beaucoup des ustensiles dont ils se servent pour manger sont en argent. L'impôt se paye en or, argent, perles, parfums. » Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton... Je vous ai mis un petit passage des mystérieuses cités d'or. J'espère que certaines personnes auront la référence. Il semblerait que notre émissaire chinois décrive une cité complètement remplie d'or. Si les témoignages chinois sont une ressource précieuse, il faut également les confronter à la réalité du terrain. La réalité archéologique ne va pas dans ce sens. Donc, les chroniques chinoises restent à nuancer. Les émissaires écrivaient avant tout pour l'empereur de Chine, et certains récits pouvaient être exagérés, simplifiés, ou mettre en avant ce qui était le plus spectaculaire. Et au cours du XXe siècle, les fouilles archéologiques menées sur des sites comme Okeo, dans le delta du Mékong, ou Angkor Borei, au Cambodge, révèlent des vestiges de villes, des objets d'artisanat, des bijoux, des inscriptions et même des monnaies venues de régions si lointaines que le monde romain ou hellénistique. Ces découvertes confirment que le Funan était bien un important centre d'échange. Mais alors, si les textes ne nous racontent pas toute l'histoire, que nous racontent les découvertes archéologiques ? Et parmi ces découvertes, un élément intrigue en particulier les historiens, la monnaie. Que veulent dire les monnaies sur les différents sites de cette époque ? Est-ce que cela signifie que les habitants du Funan utilisaient eux aussi de la monnaie ? Est-ce qu'ils frappaient monnaie ? Les archéologues ont notamment mis au jour des monnaies venues de différentes régions du monde antique, qu'elles soient romaines ou issues du monde hellénistique. Plus étonnant encore, une drachme frappée sous Alexandre le Grand a même été retrouvée près de Phnom Penh. Alors, est-ce que les habitants du Funan payaient avec ces pièces ? Probablement pas. La plupart des historiens pensent qu'elles étaient plutôt des objets de prestige, des cadeaux diplomatiques ou des symboles de richesse. Mais leur véritable intérêt est ailleurs. Elles montrent que le Funan était déjà connecté à de vastes réseaux d'échanges reliant l'Asie du Sud-Est au reste du monde antique. Cette position sur les routes maritimes ne fait pas seulement du Funan un point de passage, elle en fait aussi un véritable carrefour
entre les grandes civilisations de l'époque. Ce ne sont pas seulement des marchandises qui circulent, les routes commerciales transportent aussi des idées, des croyances, des techniques et des savoir-faire. C'est ainsi que les influences indiennes comme l'hindouisme, le bouddhisme, l'écriture sanskrite ou encore certains modèles politiques commencent à façonner durablement la région. Il faut toutefois garder une chose en tête, les découvertes archéologiques concernent souvent les grands centres d'échange, là où les vestiges se conservent le mieux. Elles nous renseignent moins sur le quotidien des populations vivant plus loin des côtes ou des grands axes commerciaux. On peut donc imaginer qu'une partie des habitants du Funan ne bénéficiait pas directement de ces échanges internationaux. À quelques kilomètres des côtes, la vie suivait sûrement un tout autre tempo. Dans les villages, les habitants cultivaient leurs terres, pêchaient, fabriquaient leurs outils et échangeaient avant tout avec leurs voisins. Le troc, les dons, les paiements en nature ou encore différentes formes de crédit faisaient probablement partie du quotidien. Dans ces communautés relativement autonomes, les relations sociales comptaient souvent davantage qu'une monnaie utilisée pour chaque échange. Et au VIe siècle, le Funan va être progressivement absorbé par le Chenla. C'est pas une rupture brutale, c'est plutôt une continuité. C'est-à-dire que les archéologues trouvent une continuité matérielle entre les deux royaumes dans la façon de créer ces objets, dans la façon de vivre, des traditions. Donc on parle plus d'évolution plutôt que d'un effondrement. Et quelques siècles plus tard, de ces empires va naître l'un des plus grands empires d'Asie du Sud-Est, l'Empire Khmer. Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande fortement, quand vous êtes à Phnom Penh, de visiter le musée Sosoro. Le musée Sosoro qui est un musée créé par la Banque nationale du Cambodge et qui retrace 2000 ans d'histoire monétaire, donc du Funan jusqu'à aujourd'hui, où on est un pays dollarisé et où on commence à essayer justement de dédollariser le Cambodge. Petit disclaimer, je ne suis ni historienne ni archéologue, donc je vous partage ce que j'ai appris au fil de mes recherches. Et d'ailleurs, toutes les sources en barre d'infos. J'ai un avis à partager, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires à partir du moment où c'est fait de façon bienveillante.